Bonsoir à toutes et tous. Je me présente Mathieu Charbonneau, directeur d'Action Santé Outaouais. Je vous souhaite la bienvenue à cette 7e soirée de la série d'événements publics du partenariat Ensemble pour le droit à la santé. Quelques présentations. Je vous présente Denis Marcheterre, président d'ASO, et Mme Luce Bernier, présidente de l'Association québécoise de défense des personnes retraitées et pré-retraitées, l'AQDR de l'Outaouais, qui présente l'événement de ce soir en collaboration avec Action Santé Outaouais. Je vous présente également Annie-Pierre Caron-Davio, en charge de l'événement de ce soir, et Geneviève Gendron-Nadeau, coordonnatrice aux communications chez ASO, qui ne sont malheureusement pas avec nous. Action Santé Outaouais est un organisme de défense du droit à la santé qui travaille à déclencher des réflexions et des mobilisations pour une prise en main collective de la santé. ASO remercie le secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le Fonds de soutien au développement des communautés du CIS de l'Outaouais de rendre possible cet événement. La question du soutien à domicile est une préoccupation constante chez Action Santé Outaouais et ses partenaires. En 2003, le gouvernement du Québec, gouverné par le Parti libéral de M. Jean Charest, adoptait une première politique nationale en matière de soutien à domicile nommée « Chez soi, le premier choix ». En janvier 2024, la commissaire à la santé et au bien-être a fait un bilan des 2 décennies de cette politique nationale en publiant le dernier tome d'un rapport intitulé « Bien vieillir chez soi », tome 4, une transformation qui s'impose. Dans ce rapport, la commissaire conclut que la politique de 2003 a été, et je cite, peu implantée. Elle établit 4 constats généraux au sujet du système de soutien à domicile au Québec. Premièrement, le système est construit sur des assises fragiles. Deuxièmement, il est complexe, peu intégré et peu performant. Troisièmement, il y a un manque de cohérence entre les besoins de la population et les conditions d'éligibilité au programme. Et enfin, toujours selon la commissaire, le système est, je cite, peu soutenable financièrement. La commissaire parle de déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de services actuels et dans le futur. Bref, selon la commissaire, l'actualisation de la politique de 2003, qui a eu lieu depuis avril 2023 et qui a accouché d'un nouveau plan d'action publié en 2024 jusqu'en 2029, devrait donner les mêmes résultats. Manque de coordination nationale, problème d'intégration des services, incohérence dans les conditions d'éligibilité au programme et sous-financement. Action Santé Outaouais et l'AQDR de l'Outaouais ont donc senti le besoin de se rassembler pour mieux comprendre l'écosystème québécois en matière de soutien à domicile, les limites des politiques québécoises et les solutions qui existent ailleurs. Donc, Action Santé Outaouais est heureuse d'accueillir ce soir pour nous aider à réfléchir à ces questions M. Patrick Marié et M. Guillaume Hébert. Patrick Marié est professeur de sciences politiques à l'Université Concordia. Ses recherches, basées sur une approche comparative, portent sur les enjeux de politique publique en lien avec le vieillissement de la population et la médicalisation du vieillissement. Depuis 2013, il est le directeur scientifique du Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Patrick Marié est l'auteur notamment de « The Four Lenses of Population Aging », paru en 2021 au University of Toronto Press, et l'un des 3 coéditeurs de Les vieillissements sous la loupe entre mythes et réalité, publié en 2018 par les presses de l'Université Laval. Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, depuis 2006. Il a publié une 40aine de rapports de recherche portant notamment sur les politiques publiques de santé et des services sociaux au Québec. Par exemple, sur le soutien à domicile en 2017 et sur les mesures fiscales destinées aux personnes aînées en 2019. Guillaume Hébert détient une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et a étudié à la Universidad del Salvador de Buenos Aires en Argentine et à la Pontificia Universidade Católica de São Paulo au Brésil.
Encore une fois, bonsoir, messieurs. Commençons par la base. Quand on parle de soutien à domicile, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je peux me permettre de faire quelques définitions. C'est les seules que je vais faire pour la soirée. C'est un peu plus drabe, mais c'est important de le faire parce qu'il y a plusieurs termes qui peuvent nous mélanger. Donc, quand on parle de soutien à domicile, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'un gros poste budgétaire ou une grosse catégorie de nos dépenses de santé qui s'appelle les soins de longue durée. C'est les soins de longue durée. Ça inclut deux choses essentiellement. Ça inclut l'hébergement et ça inclut le soutien à domicile. On pourrait même parler un peu des vases communicants, parce que quand il manque de soutien à domicile, souvent, ça va créer un encombrement du côté de l'émergent. Donc, dans le soutien à domicile, encore là, on pourrait dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a deux types de soutien à domicile. Celui qui concerne les soins et services professionnels, donc des soins comme tels à domicile, et la catégorie de l'aide à domicile. Donc, c'est deux catégories différentes. Les soins à domicile, c'est ce qui va être donné par les professionnels en santé, c'est-à-dire les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les nutritionnistes, les inhalothérapeutes. Donc, ça, c'est toute la catégorie des soins à domicile. Vous avez l'autre catégorie de l'aide à domicile, qui celle-là va être donnée par des préposés et des auxiliaires en santé et services sociaux. Et là, on parle de tout ce qui est des activités de la vie domestique et soutien à la vie civique. Donc, dernière sous-catégorie dans cette aide à domicile, on va trouver les activités de la vie quotidienne. Donc là, c'est quand on va aider les gens pour les services à la personne, les soins d'hygiène, l'assistance pour prendre un bain, par exemple, ce type de choses-là. L'assistance pour la vie domestique, donc là, on parle de l'entretien ménager, la préparation des repas, ce type de choses-là. Et on a une troisième catégorie qui est le soutien civique, où là, on va parler davantage des tâches administratives, aider à faire des impôts, des budgets, ce type de choses-là. Mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le soutien à domicile, on a deux grandes catégories, les soins à domicile par les professionnels et l'aide à domicile par les préposés et les auxiliaires. Merci beaucoup, Guillaume. Là, on va revenir là, sur cette question, la diversité des soins, des professionnels, des personnes soignantes et des problèmes dans l'écosystème en soutien à domicile au Québec. Patrick Marié, pourquoi le soutien à domicile? On sait, notre système de santé et de services sociaux est centré sur l'hôpital, sur l'hébergement en résidence. Mais pourquoi serait-il bénéfique d'encourager le soutien à domicile, tant pour les individus que les collectivités? Oui, donc, à la base, c'est ça, c'est vraiment, d'emblée, il faut dire que c'est une recommandation universelle de politique publique quand on parle vieillissement de la population. Donc, dans le cadre du livre que Mathieu a cité dès le début, que ce soit à Edmonton, à Fredericton, à Victoria, quand je rencontrais des hauts fonctionnaires de la fonction publique, tout le monde s'entendait sur une chose, c'est qu'il faut améliorer les soins à domicile, il faut favoriser le maintien de l'autonomie des personnes âgées. Full stop. Ce n'est pas des crédits d'impôt, ce n'est pas des changements. C'est vraiment, là, de loin, la politique publique qui a le plus d'appui, et que ce soit avec un gouvernement de droite, un gouvernement de gauche, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant en bien des niveaux, c'est que c'est vraiment universel au Canada, mais tout le monde fait un peu comme au Québec. Dans le fond, l'argent ne suit pas, parce que c'est seulement 20 % qui va vraiment, des soins de longue durée qui va vraiment vers le domicile. Ça, on en reparlera plus tard. Mais il y a principalement 4 raisons, dans le fond, qui appuient ce constat et cet appui aussi pour ce type de politique. Un, c'est le souhait pour la grande majorité des personnes âgées. Il faut faire attention parce que ce n'est pas toutes les personnes âgées qui souhaitent demeurer vieillir à domicile. D'autres, il y en a qui veulent changer d'habitation. Par contre, il faut s'assurer que l'habitation comme telle et l'environnement de proximité soient adéquats avec le niveau de service soit satisfaisant. Deuxième point, c'est que ça a des effets dans les recherches. Plusieurs recherches démontrent que c'est des effets bénéfiques sur le bien-être des personnes, aussi la santé des individus. Par exemple, il y a des études qui démontrent qu'on réduit l'espérance de vie de quelques mois dès qu'on entre en CHSLD. Puis aussi, par exemple, il faut aussi garder en tête que dans les petites communautés, donc je pense par exemple du terrain que j'ai fait dans la baie des Chaleurs,
C'est quand on parle aussi de quitter sa communauté, c'est pas juste santé, mais c'est aussi le bien-être et son appartenance dans sa communauté. Donc, on parle dans certains cas d'un déménagement de 120 à 130 kilomètres. Donc, évidemment, on vous déracine complètement quand on vous sort de chez vous. Un autre élément, c'est les coûts. Là-dessus, j'aime bien le gouvernement de l'Ontario qui, dans presque tous ses rapports, va vous dire combien ça coûte une personne âgée à l'hôpital, combien ça coûte une personne âgée en CHSLD, combien ça coûte une personne chez elle. Chez eux, c'est très, très, très explicite. Et évidemment, les coûts sont plus bas, mais il faut faire attention quand même. Si on décide de rehausser la gamme de services à domicile, c'est certain que les coûts seraient plus importants qu'ils le sont maintenant. Et le dernier point très important, je reviens à ce que je disais précédemment, c'est la politique de toutes les provinces canadiennes. C'est écrit noir sur blanc, donc ça devait être notre priorité gouvernementale. Donc, ce qui fait en sorte qu'on devrait s'attendre à quand même plus d'engouement pour effectuer un virage vers le domicile. Donc, on continue à mettre les bases un peu, là. On le sait, vieillissement de la population qui affecte pas seulement le Canada et le Québec, la plupart des pays occidentaux. Tout le monde reconnaît la nécessité, les bénéfices du soutien à domicile. Avant de rentrer là, dans les problèmes dans le système au Québec à l'origine, ce qui s'est passé dans son évolution, est-ce qu'il y a d'autres facteurs peut-être liés à la vision qu'on a de la santé et du vieillissement qui font que le soutien à domicile n'est pas mis de l'avant autant qu'il devrait? Oui, bien, déjà d'abord, d'emblée, c'est intervenir en amont, c'est toujours mieux qu'intervenir à l'hôpital. Donc, ça, on le souligne très rarement. Mais dès qu'on parle d'avoir plus de sous pour une intervention plus sociale ou en prévention, il y a quand même un blocage qui se fait qui est assez important. Puis aussi, qu'est-ce qui est important aussi, même dans tous ces débats, de garder en tête, c'est qu'il y a quand même un pourcentage assez important de personnes âgées où ce qu'on découvre des problèmes et puis leur première vraiment entrée dans le réseau, c'est à l'hôpital à l'urgence. Donc, c'est encore un autre indicateur qui dit que finalement, on n'en fait pas encore assez de ce type d'intervention-là précoce. Donc, autrement dit, le vieillissement, on le médicalise plutôt que de le traiter comme un fait de la vie humaine en société? Oui, tout à fait. Pardon, je repose sur mes questions. Dans le domaine du vieillissement, c'est un des domaines où ce qu'on médicalise le plus la problématique du vieillissement. Donc, le tout s'inscrit vraiment dans une médicalisation des problèmes sociaux. Donc, dans bien des cas, si vous regardez, par exemple, n'importe quel journal, 35 des cas, dès qu'on a le mot vieillissement, on a un mot problème de santé qui va être dans le même article. Donc, on associe vieillissement immédiatement avec problème de santé. Puis, dans bien des cas, dans tous ces débats, qu'est-ce qui peut être dangereux? Je vais vous donner un exemple. Si on parle de la pauvreté devient seulement importante parce que la pauvreté cause des inégalités de santé, ou cause finalement est une cause importante justement d'un statut de santé. Donc, des personnes qui sont plus ancrées dans une perspective de sciences sociales, bien, c'est les inégalités économiques devraient être, full stop, un enjeu en soi-même. Et puis, le gros problème avec tout ça, c'est que ça a une incidence très, très, très importante sur les pratiques professionnelles, mais aussi sur les politiques publiques. Donc, je vais vous donner 3 exemples d'un article que j'ai écrit récemment avec mes étudiants. Par exemple, si on parle de recherche sur le vieillissement au Canada, 95 des fonds publics vont vers la santé. C'est minuscule. C'est beaucoup, beaucoup moins, par exemple, si on compare avec la Suède, c'est environ le tiers qui va dans les sciences sociales, tandis que nous, on est en bas de 4 Et puis, en administration du vieillissement aussi, si on parle à l'origine au Canada, il n'y a rien qui m'attriste le plus de voir ce qui s'est passé avec nos secrétariats aux aînés, qui, à l'origine, plusieurs provinces avaient des secrétariats similaires, étaient rattachés à des agences centrales, c'est-à-dire soit le bureau du premier ministre, soit... C'était le même étage, finalement, que les agences principales gouvernementales. Puis là, on a vu de plus en plus un glissement, parce que le secrétariat des aînés est intégré dans un ministère, puis finalement, on passe, le secrétariat des aînés, on les associe avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis maintenant, si vous regardez au Québec, où il est le secrétariat aux aînés, c'est en bas de la page de l'organigramme du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on a vraiment enfoui
hein, au point de vue d'administration, de personnes de la fonction publique qui travaillent à temps plein sur les aînés maintenant, sont dans une direction du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on pense surtout à eux en termes de problèmes de santé. Un autre élément aussi très important, si on parle, par exemple, dans les expertises qu'on a dans les débats publics, hein, dans les commissions d'enquête ou les commissions parlementaires, ce qu'on constate, c'est qu'au Québec, par exemple, on va avoir surtout des gériatres hein, qui sont toujours mis en avant-plan et très, très peu d'acteurs sociaux. D'ailleurs, vous pouvez regarder même dans le premier tome du rapport de la commissaire, même si elle a fait un effort quand même pour intégrer des gens avec des perspectives sociales. Mais si on compare avec, par exemple, la Suède, c'est vraiment paritaire, c'est 50-50. Ça va être des acteurs, intervenants sociaux et des gens qui viennent, qui sont des professionnels de la santé, soit infirmières ou médecins ou spécialistes. Et puis, le plus gros problème avec tout ça, c'est le fait on marginalise l'enjeu social en faisant comme ça. À la base, ça, je vais vous donner... à la base, le problème principal, c'est que c'est de plus en plus difficile maintenant pour les gouvernements d'entrer d'emblée de jeu et de proposer des initiatives sociales. Au point de vue politique, c'est beaucoup plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les arrime, on les embarque dans un tout avec les soins de la santé. Donc, le problème, je vais faire une référence au hockey. Je suis un gars de Québec et puis que malheureusement était un grand, grand fan des Nordiques. Donc, à l'époque, pour essayer de garder le moral, il fallait des fois carrément virer hein, le journal à l'envers et puis les Nordiques étaient premiers. Mais c'est un peu le même problème avec les soins de longue durée. Donc, si on regarde la publication internationale principale que presque tous les gens de la fonction publique utilisent, c'est le panorama de la santé de l'OCDE. Les soins de longue durée, c'est les 3-4 dernières pages. Hein? Puis ça se retrouve, ce type de situation se retrouve très fréquemment. Donc, ce qui veut dire que, oui, maintenant, vous avez peut-être plus d'importance parce qu'à la base, on vous intègre comme étant un enjeu de santé, mais dans les faits, vous êtes tellement marginalisé au sein des priorités en santé que finalement, on n'arrive pas au but qui s'est souhaité dès le début. Ça, c'est un cercle vicieux quand même très important. Puis aussi, peut-être une dernière petite réflexion, et c'est pour ça qu'au Canada, on se retrouve vraiment avec un système à 2 vitesses. Puis quand je dis 2 vitesses, ce n'est pas le privé et le public, mais c'est bel et bien le fait que les soins médicaux sont dans le public, mais les soins des interventions sociales maintenant sont rendus dans le privé ou surtout portés par des gens des organismes communautaires. Puis tout ça pour vous dire, comme pour alimenter vos pistes de réflexion, en Scandinavie, les soins à domicile, c'est une problématique de service social. C'est encadré par une loi de service social et puis c'est fait par les municipalités. Mais ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de penser au vieillissement comme étant un enjeu a priori de santé, mais c'est un enjeu qui est beaucoup plus global, mais les aspects sociaux doivent être beaucoup mieux valorisés. Un autre impact de cette médicalisation du vieillissement, c'est la surconsommation de médicaments par les personnes aînées au Québec, notamment, et au Canada. On a placé les bases, rentrons dans le vif du sujet, l'écosystème, comme la commissaire l'appelle, de soutien à domicile au Québec. À l'origine, lorsque le Québec a mis en place un système public de santé et de services sociaux dans les années 70, à quoi ressemblait cet écosystème de soutien à domicile et comment il a évolué dans le temps? Bien, avant la création d'un service public, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être des cliniques populaires qui faisaient un petit peu de visite à domicile, peut-être un peu de religieux, j'ai vu ça quelque part, mais bon. Mais essentiellement, ça retombait sur les familles. Et quand on dit retomber sur les familles, ça veut dire beaucoup, ça retombait sur les femmes. Et là, peut-être que ça mériterait de compléter une des dernières bases du portrait des soutiens à domicile. Quand on parle de cet enjeu-là, on parle beaucoup des femmes. En fait, c'est un enjeu très lié aux femmes. Les femmes, d'abord, sont plus nombreuses dans les cohortes plus âgées. Hein, et plus les gens vieillissent, plus c'est vrai. Plus les cohortes sont âgées, plus c'est vrai. Les femmes, c'est aussi la majorité des aidantes. On va reparler des aidantes un peu plus loin, mais c'est la majorité. Et quand on parle des travailleuses, donc des fameuses personnes qui font de l'aide à domicile, bien, c'est 90 % environ des femmes.
Alors cet enjeu-là du soutien à domicile, peu importe de quel côté on le prend, on trouve des majorités de femmes. Donc c'est un enjeu très, très important et c'est directement lié aussi à la situation professionnelle des femmes. On pourrait dire qu'à partir des années 70, se donner une politique publique, c'était vrai pour les garderies aussi, c'était une façon de donner davantage, de permettre aux femmes d'assumer l'identité professionnelle aussi en plus de la vie familiale. Et on espère que les services publics vont continuer de le faire, hein, parce qu'on a habitué des générations à cette chose-là. Peut-être la dernière remarque qu'on pourrait dire sur ce que pouvait être le système avant, on s'imagine que les gens qui étaient très nantis pouvaient probablement se payer ce qu'on appelait peut-être des domestiques encore à l'époque, mais des gens pour aider à prendre soin des parents, ce type de choses-là. Donc, comme à chaque fois que les services publics, quand on n'en a pas, ben c'est essentiellement les plus riches qui sont capables de se débrouiller. Donc, plutôt que payer quelqu'un, les femmes devaient peut-être quitter leur emploi pour, comme proche aidante, s'occuper des personnes vieillissantes. Absolument. Bon, on le verra plus tard si on reparle des proches aidantes, là, parce que les chiffres sont assez terribles. Hein? C'est l'impact dans la vie de ces personnes-là. Donc, mise en place du régime public, le rôle du réseau de la santé des CLSC était important dès le départ. Il a été jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est une histoire qui est intéressante. En fait, l'histoire des CLSC, en général, c'est fascinant. Hein? C'est une histoire vraiment fascinante. On avait un beau concept, on avait un beau modèle qu'on n'a jamais parachevé. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on aurait besoin. Bon, on y reviendra peut-être plus tard. La première politique, donc, pour le soutien à domicile, c'est en 1979, sous René Lévesque. C'est la première fois qu'on vient donner le mandat au CLSC de prendre en charge le soutien à domicile. Et à ce moment-là, ça vient un peu sauver même les CLSC, parce que quand les CLSC ont commencé à se développer à l'origine, les médecins, en majorité, n'ont pas voulu y aller. Ils ont même torpillé un peu le modèle. Il y en avait des médecins qui étaient pour, mais la majorité, les syndicats médicaux en particulier, ont torpillé, ont boycotté le modèle, ont fondé des polycliniques à côté. Et ça a failli tuer un peu le modèle des CLSC. C'est les services à domicile qui leur ont donné une raison d'être. On leur a donné cette mission-là. Ils disent, bien, là, vous avez votre raison d'être, puis ça a donné le feu vert à ce qu'on puisse parachever aussi le système à cette époque-là. Et c'était une façon de reconnaître aussi l'importance du travail communautaire, tant en matière de prévention des soins que pour offrir directement des services à domicile. Donc, déjà, la question de prévention, promotion, à se retrouver au centre de la préoccupation de soutien à domicile. C'était des établissements publics très démocratisés, avec un ancrage local très fort. Ils avaient une grande autonomie pour déterminer leurs priorités, leurs objectifs, leurs programmes. Chaque CLSC avait son propre conseil d'administration, ce qui a fini par disparaître avec la réforme de 2003. Et sur chaque conseil d'administration, il y avait des représentants des citoyens qui étaient élus. Donc, l'ancrage était très fort. Et pour ce qui est du personnel, bien, ça reflète les deux catégories de soutien à domicile que moi, je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les professionnels de la santé qu'on embauchait, infirmières, etc. Et de l'autre côté, il y avait une nouvelle catégorie qu'on a créée à ce moment-là, qui étaient les auxiliaires de santé et services sociaux, A3S, qu'on appelle des fois les AS, c'est une nouvelle catégorie qui a été créée pour devenir le lien entre le réseau socio-sanitaire québécois et les personnes qui reçoivent des services à domicile. Et ça, je pense que c'est super important de le mentionner. On le perd de vue, mais c'est une dimension qu'on perd complètement quand on s'en va vers la sous-traitance, par exemple. Ces personnes-là, les auxiliaires, bien, elles allaient offrir des services, y compris de prévention, parce que justement, c'était au cœur de la mission des CLSC, mais elles permettaient aussi une circulation et un retour de l'information vers le CLSC au sujet des communautés. Pensez-y, si vous êtes un CLSC, vous avez tout plein d'auxiliaires qui vont chez les gens, s'occuper des gens, prendre soin des gens, écouter les gens et qui reviennent après ça au CLSC. Ça vous donne une capacité de comprendre ce qui se passe avec votre population qui est exceptionnelle. Vous êtes capable de comprendre si un problème de santé publique est en train de... Vous allez le voir venir très rapidement à quel point vous êtes bien connecté dans votre population. Donc, je reviendrai plus tard sur ce qui a fait déraper un peu les CLSC pour revenir sur le virage ambulatoire puis toutes les fusions qui ont tué finalement cette espèce d'autonomie que les CLSC avaient. Peut-être même, donc, pas ce début, mais ce qui a contribué à déresponsabiliser l'État en matière de soutien à domicile, notamment, on se transporte au milieu des années 90.
deux innovations importantes. Donc, la première, le chèque emploi-service, et la deuxième, les ESSAD, donc les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Oui, et donc, c'est justement, à partir des milieux des années 90, on a fait le virage ambulatoire. Le virage ambulatoire était une bonne idée. Hein. La réforme Dubé, Couillard, Barrette, je ne pense pas qu'on peut parler de bonnes idées, mais la réforme, le virage ambulatoire était une bonne idée. Maintenant, c'est une idée qui s'est appliquée dans un contexte de déficit zéro extrêmement dur. Et donc, on a voulu réduire l'utilisation des hôpitaux pour développer davantage les soutiens à domicile, entre autres, mais on l'a fait de façon bâclée. Essentiellement, tout l'argent qui était disponible à ce moment-là a été dirigé vers les soins post-opératoires et donc pas le soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. Et donc, le système n'a pas pu marcher. Donc, on a manqué le virage complètement. On s'en est jamais complètement remis d'ailleurs. Et quand est arrivé le sommet économique de 96, où on a essayé de repenser un peu les services publics québécois dans un mode très partenarial, etc., on a décidé de confier beaucoup aux communautaires les services, une participation aux services. Et donc, il y a eu ces ESSAD, hein, donc l'économie sociale qu'on a essayé de mettre à contribution, et le chèque emploi-service, donc le modèle des allocations qui se développait un peu partout dans le monde occidental des années 90. Je pense qu'on peut... C'est important de voir à quel point c'est un virage vers le privé. Ça a commencé à se développer dans les années 80, mais c'est un virage vers le privé, parce que l'économie sociale, c'est une chose, mais il y a tout le reste du privé aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le soutien à domicile dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec, c'est l'endroit où on a le recours le plus intense aux agences de placement, donc du privé à but lucratif dans ce cas-ci. Alors, je pense que c'est une des premières leçons qu'il faut retenir de cette époque-là, c'est le privé. Là, je ne sais pas si tu veux que je décrive davantage les ESSAD. Juste rapidement, justement, les ESSAD qui font beaucoup affaire avec les agences aujourd'hui et le chèque emploi-service, on parle de quoi? Oui. Bien, les ESSAD, c'est donc de l'économie sociale. C'est le but à la base, c'était vraiment de venir en renfort au système en ayant du personnel qui allait faire de l'aide domestique. Hein, donc, on dit, vous allez aider avec l'aide domestique, vous allez faire le ménage, vous allez aider à préparer des repas, mais on ne vous en demandera pas plus que ça. Hein. Le reste, on veut que les auxiliaires continuent de faire prendre des bains, faire le travail un petit peu plus sensible, si on veut, hein, où on rentre un peu plus d'ailleurs dans l'intimité des personnes. Et ça n'a pas été respecté. Cette volonté-là n'a pas été respectée, donc les ESSAD, on a fini par le demander de faire de plus en plus, d'assumer de plus en plus de responsabilités. Le problème, c'est que, bon, aussi on demandait une contribution financière à partir de ce moment-là. Ça, c'est une cassure, c'est une rupture avec la gratuité. La politique de 79 disait on va garder ça gratuit. À partir de ce moment-là, on accepte que les gens vont commencer à avoir une contribution. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que, hein, vous savez, on a des lois qui empêchent, hein, qui sont censées être des balises contre la tarification des services de santé, services sociaux. Dans ce cas-ci, ce n'est pas compliqué, c'est parce que tout ce qui est soutien à domicile, ce n'est pas considéré comme dans le panier de services, le fameux panier de services, parce que dès que vous êtes dans le panier de services, bien, vous ne pouvez pas être tarifé pour avoir accès à un service. Donc ça, on ne l'a pas dans le panier de services, donc c'est pour ça qu'on a eu cette brèche, hein, qui a fait que les gens soient amassés à payer. Je vais rapidement aussi pour le chèque emploi-service. C'est la même chose, hein, c'est une époque où les États comprenaient qu'il y avait des besoins de plus en plus grands pour le soutien à domicile, mais ne voulaient pas payer pour des infrastructures, ne voulaient pas payer pour du matériel, ne voulaient pas payer pour du personnel bien formé, etc. Donc, ils ont trouvé une façon de verser comme ça de l'argent aux personnes qui pouvaient se qualifier pour recevoir le chèque emploi-service. Donc, on leur donne un tarif très bas, très, très bas. Et on dit aux gens, bien, vous avez cette base-là. Si vous voulez bonifier le montant puis embaucher du monde, bien, allez-y, faites-le. Donc, encore une fois, ce n'est pas gratuit. Hein, ce n'est pas réaliste de s'imaginer que les gens n'auront pas à bonifier l'argent qu'ils versent aux personnes qui vont venir. Et on se retrouvait d'ailleurs avec des situations absurdes avec ça, où des personnes, il y a un cas qui avait été médiatisé d'une dame de 92 ans qui avait été poursuivie en vertu de la loi sur la santé, sécurité au travail, parce qu'elle avait bonifié. En fait, elle se retrouvait avec un statut d'employeur,
Et donc, on l'avait accusé de ne pas verser les cotisations salariales qu'il fallait sur la rémunération qu'elle donnait la personne qui faisait le préposé pour l'aide. Mais ça montre un peu le côté pervers du système fragmenté, l'espèce de patchwork qu'on a, c'est le genre d'aberration qu'on peut se prouver, plutôt qu'avoir un système public intégral qui rentre tous les gens dans un système cohérent, finalement. On pourra revenir sur les détails. Donc, non seulement manque de cohérence, une fragmentation, mais aussi des iniquités qui sont amplifiées dès le moment où on doit ajouter de l'argent de nos poches pour combler les manques de services. On ne règle pas le problème de fragmentation, on l'amplifie. Et peut-être, ce n'était pas prévu, mais rapidement, ça s'inscrit aussi dans une tendance de fiscaliser l'aide aux personnes, le soutien aux revenus. Peut-être rapidement, depuis les années 90, il y a eu une multiplication des programmes fiscaux pour les aînés, si je comprends bien. Absolument. Au Québec, on a beaucoup recours au crédit d'impôt. Les crédits d'impôt, à la base, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça peut être un outil fiscal intéressant. Le crédit d'impôt à la solidarité, par exemple, peut être une façon intéressante. On bonifie ce qu'ils disent, c'est plutôt positif. Dans tout l'océan de mesures de crédit d'impôt qu'on a, il y en a plusieurs qui sont des très bons. En matière de maintien à domicile, ou les crédits pour les aînés, c'est moins convaincant. En fait, ça participe au patchwork que je viens de critiquer. C'est comme si, à la fin des années 90, on était tellement réticents à se donner un vrai service public parce qu'on avait peur que ça coûte trop cher. On s'est mis à faire toutes les mesures qu'on vient d'identifier, dont les ESSAD, le chèque emploi-service, les agences de placement. Et ça, c'en est un autre, les crédits d'impôt. Le problème, c'est que le crédit d'impôt, c'est l'État qui fait une dépense fiscale, l'État qui vient vous déduire vos impôts, qui vous, dans certains cas, vous fait un transfert direct. Mais à la base, pour avoir droit à votre crédit, vous devez faire une dépense dans le secteur privé. C'est le secteur privé. Donc, vous faites votre dépense dans le secteur privé. Et d'ailleurs, dans le cas du crédit d'impôt pour le maintien à domicile qui atteint des montants immenses, là, on est prêt à au-dessus de 600 millions en 2022. Ce n'est pas des petites sommes que le gouvernement comme dépense indirectement. C'est beaucoup les résidences privées pour personnes âgées qui vont le recevoir. Des fois, c'est beaucoup elles qui vont bénéficier de ce transfert-là. C'est eux qui vont finir par l'empocher en bout de ligne. Pour la question le crédit d'impôt pour les soins médicaux, c'est la même chose. C'est des soins qui vont se donner habituellement dans le privé. Donc, ce que vous avez, c'est l'État qui se retrouve à supporter le développement d'un secteur privé. Et dans ce cas-ci, du secteur privé à but lucratif aussi, dans bien des cas. Ce n'est pas l'économie sociale dans ce cas-ci. Donc, les crédits d'impôt, ça peut être positif quand ils sont bien utilisés. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment convaincant. Puis de toute façon, en matière de soutien à domicile, c'est une politique publique que ça en prend pour le Québec, pas un patchwork tel qu'on le voit, inégal entre les régions, inégal entre les personnes, inéquitable. Patrick. Oui, c'est bon. Mais j'allais juste dire, on est arrivé au financement du système, puis là, on vient de le voir, autrement dit, l'État a lui-même contribué à la fragmentation, au manque de coordination, au manque de cohérence, avec ces mesures fiscales, avec le chèque emploi-service, avec les ESSAD, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Puis l'économie sociale, nous, à l'IRIS, on est plutôt sympathique à ça. C'est du privé à but non lucratif, à la base. À la limite, l'IRIS, on est ça, du privé à but non lucratif. À la base, c'est pas négatif. En santé, c'est plus compliqué. Parce que, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur l'importance du lien entre le CLSC et la communauté à travers les auxiliaires. Quand vous mettez les ESSAD dans tout ça, les ESSAD n'ont pas ça. Ne peuvent pas agir comme ce contact entre le réseau public et la population. Et les travailleuses des ESSAD, qui sont d'ailleurs très majoritairement, encore là, des femmes, souvent des personnes immigrantes, donc souvent des travailleurs précaires, ça a un impact direct sur la qualité des services, sur le roulement du service, qui est une condition de la qualité. Ces personnes-là ne bénéficient pas non plus des équipes multidisciplinaires des CLSC. Donc, vous mettez toutes ces variables-là, une à côté de l'autre, comprenez que c'est la qualité qui écope sérieusement.
la continuité aussi des soins. Donc, financement, on sait au Québec, il y a eu sous-financement, il y a toujours sous-financement en matière de soutien à domicile par rapport au reste du Canada et à plusieurs pays occidentaux. On va peut-être passer rapidement ce point-là pour parler de la question de la main-d'œuvre. On en a parlé un peu. Le manque de coordination et d'intégration des services manifeste notamment on vient de les présenter, là, cette diversité des parties prenantes dans l'écosystème du soutien à domicile au Québec. Pourquoi sommes-nous face, on a un peu répondu, là, mais à cette situation et quelles en sont les conséquences sur l'accessibilité et la qualité des services, Patrick Marier? Oui. Donc, vu que je suis professeur au sein de l'administration publique, on va commencer avec l'explication administration publique. Évidemment que quand on délègue des responsabilités à des tiers, et puis donc on parle d'organismes à but non lucratif, le secteur privé et même les municipalités, surtout dans le cadre de la politique municipalité amie des aînés, on fait en sorte que la coordination, par défaut, va être très, très, très difficile, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on oublie parfois. Et des fois, surtout, on pourrait dire, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qu'on veut l'intégrer sur ce qu'on fait au ministère, mais la réalité, c'est que chacun de ces organismes va avoir une culture organisationnelle qui est très différente. Donc, dans bien des cas, une personne qui est en travail social dans un OBNL, elle a probablement quitté le réseau déjà, parce que justement, elle n'aimait pas trop la culture organisationnelle. Donc, c'est certain que quand on se retrouve, après ça, à vouloir collaborer et travailler ensemble, si on ne s'entend pas sur la façon de travailler ensemble, déjà, c'est très, très, très difficile. Puis après ça, il y a d'autres enjeux aussi qu'on discute peu fréquemment. Par exemple, tous les enjeux qui concernent la confidentialité. Donc, on ne peut pas partager facilement des informations avec des tiers comme on peut le faire à l'intérieur d'un CLSC ou du réseau de la santé et services sociaux. Il y a aussi un autre enjeu aussi très important, ce sont le fait qu'il y a plusieurs ordres professionnels qui ont des tâches qui sont spécifiques à leur profession. Donc, dans bien des cas, surtout quand on parle en milieu rural, dans nos entretiens, on a eu des cas où finalement, il va y avoir quelqu'un qui va faire 45 km en voiture, une infirmière, puis après ça, il y a une autre personne qui va faire 45 km en voiture pour servir un repas. Mais c'est certain que de demander à une infirmière de faire aussi le repas, ça ne passe pas bien non plus, puis c'est un autre problème de gestion. Mais tout ça, ce type de situation-là, ça peut être quand même assez courant, surtout dès qu'on sort des milieux urbains. Un autre élément aussi, même les organismes à but non lucratif, étant donné que on développe puis on maintient une relation quand même assez complexe avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais surtout les CIS et les CIUS maintenant, qui fait en sorte que, oui, on va accepter un mandat, mais dans bien des cas, on va le prendre parce qu'on va avoir besoin des ressources financières, mais c'est certain qu'on tient à notre mission initiale, ce qui fait en sorte qu'on essaye de tourner le mandat pour que ça cadre un peu entre les deux. Donc, c'est des choses qui sont très, très, très complexes et difficiles à maintenir. Un autre élément très important, ce sont justement le fait que plusieurs de ces organismes, et même les municipalités, doivent faire appel à des projets. C'est des appels à projets, dans le fond, qui est dans la majeure partie des cas la méthode de financement. Et puis, quand on fait des appels à projets, normalement, c'est un financement qui est de courte durée sur un élément précis. Et puis, finalement, si, en tant qu'organisme, vous voulez reconduire le financement, mais là, il faut réinventer la roue pour que ça fonctionne avec les nouvelles cases. Donc, ça, c'est très, très, très difficile. Si tout ça est en mouvance, de faire une bonne coordination avec le réseau, parce que si vous êtes obligé de changer d'organisme, changer de financement, ce qui fait en sorte qu'il y a un roulement de personnel qui est quand même très, très, très élevé dans le domaine. Et puis, tout ça pour dire, si on compare avec la Suède, je parle de la Suède, mais ça pourrait être d'autres pays où les municipalités sont responsables du programme, l'équivalent du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, c'est un programme qui se fait au niveau de la municipalité. En Suède, c'est environ 35 à 40 du budget de la municipalité. Et c'est vraiment, les Suédois appellent ça du elder care, là, on appelle ça probablement soutien, soins et soutien à l'autonomie des personnes âgées.
Puis la grosse différence, c'est que vu que vous êtes dans la municipalité, vous êtes beaucoup plus près des organismes communautaires. Vous les connaissez très, très bien. Votre territoire est beaucoup plus petit. Et de plus, dans les élections municipales, vous ne pouvez pas vous sauver de cette responsabilité-là. C'est la dépense la plus importante. Donc, chaque élu doit être au courant de ce qui se passe avec les soins à domicile, soins et soutien à domicile. Et un autre élément important de tout ça, c'est qu'on a des débouchés de carrière qui sont intéressants pour les intervenantes sociales. Hein, donc, quand je me retrouve en Suède, puis je parle à la directrice du service de soutien à domicile, bien, c'est probablement quelqu'un qui a une quinzaine, 20 ans d'expérience dans cette fonction, qui connaît très bien son équipe, qui connaît très bien son territoire, qui est fortement ancré dans la proximité de son territoire. Ça, c'est très, très, très différent comme réalité qu'être une gestionnaire SAPA dans un CIUS ou dans un CIS, où regardez, sortez votre organigramme, puis là, vous voyez, on descend. Tandis que dans le cas de la Suède, bien, vous êtes quand même, votre patron, dans le fond, va être la personne qui va être le ou la maire de la ville. Donc, tout ça, ça fait en sorte que ça donne quand même, moi, je veux juste vous ouvrir les yeux avec d'autres modèles et d'autres façons de faire, mais ça vous donne une idée à quel point ça pourrait être très différent et à quel point, justement, on pourrait trouver des façons de mieux impliquer les gens des communautés. Autrement dit, en Suède, par exemple, la gouvernance de la santé et services sociaux est liée à une gouvernance démocratique au niveau municipal et des comtés, donc une gouvernance territoriale aussi. On a connecté tout ça. Oui, il y a une loi qui encadre, il y a une loi globale sur les services sociaux, donc les municipalités doivent adhérer, mais ils ont beaucoup de flexibilité sur ce qu'ils veulent mettre en avant comme priorité. Hein, donc, au mois de mars, par exemple, je suis allé faire du terrain, il y avait une municipalité qui était plus à droite. Elle, c'était vraiment, on va être les premiers à utiliser plus tous les éléments techno, digital. Donc, ils donnaient des iPads là, presque à chaque foyer. Eux autres, c'était techno, c'était son cheval de bataille. On va innover, on va être les meilleurs. Tandis qu'il y en avait un autre comté qui était beaucoup plus à gauche, traditionnel. Lui, c'est la défense des services publics. Donc, lui, il investissait dans les services publics. On veut moins donner possible de contrats à des compagnies privées. Donc, ça, c'est des priorités qui font en sorte que si vous faites une étude des régions, des municipalités suédoises, vous notez des différences en termes de priorité auprès des personnes âgées. Je sors un lapin de mon chapeau, mais est-ce que, justement, la technologie, la robotisation pourrait impacter l'aide à domicile, notamment? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Il est sorti un lapin pour de vrai, là. Ben, c'est certain qu'on a au CREGES, j'ai quelques chercheurs, donc pas moi, là, qui font des projets dans ce sens. Et puis, c'est certain que ça peut être un atout, mais je pense que ce qu'il y a un enjeu, c'est que dans bien des cas, on surestime les capacités de ces outils-là dans la vie de tous les jours. Hein? Donc, veut pas, quand on parle d'aide à domicile, a priori, c'est une intervention humaine qui va demander beaucoup plus. C'est comme essayer de remplacer des enseignants et enseignantes avec un robot, là. Il y a des limites à tout ça. Donc, je pense que les gains là-dessus, c'est encore à démontrer, mais c'est certain que je trouve que faire l'inverse et puis dire on n'a pas besoin de se lancer dans la techno, c'est surtout des personnes qui y vont. Je pense que ça aussi, c'est mal avisé. Il ne faut pas être technophile ni technophobe, peut-être. Exact. Guillaume Hébert? Bien, j'allais juste dire, c'est pas juste en soutien à domicile. Hein. Les outils technologiques, évidemment, qui peuvent nous aider, mais ça ne peut pas nous permettre de passer à côté qu'on a besoin de monde. On a besoin de monde, là, Patrick l'a super bien dit, sur la dimension humaine fondamentale. C'est vraiment... Parce que c'est une erreur qu'on a souvent faite. On a beaucoup coupé dans le personnel, on a précarisé le personnel, on a quasiment poussé le personnel vers la sortie avec des conditions de travail qui n'avaient pas d'allure ou un environnement de travail qui n'avait pas d'allure. Et on a gardé des budgets importants pour de la technologie médicale, des fois qui était très, très, très coûteuse. Ça pouvait être contestable à quel point on mettait de l'argent. Ou évidemment, là, on pourrait parler des médicaments ou d'autres, mais il faut faire attention. Il y a tout l'enjeu de l'évaluation des technologies de santé. Est-ce qu'on doit mettre de l'argent là-dedans? Est-ce que ça amène vraiment des bénéfices thérapeutiques en soins, etc.? Patrick Marié?
Oui, je pour faire peut-être un pas en arrière, si je peux. On peut faire Tu me 2 pas en permets, arrière oui. si on veut. Aussi, un autre un élément important, moi je voulais parler encore de la coordination. Même si notre système fonctionne bien, il ne faut pas oublier que quand on parle de vieillissement, c'est un vieillissement avec un S. Hein. On a des parcours de vie qui sont très, très, très différents. Donc, on se retrouve avec des problématiques qui sont très différentes. Puis pas parce qu'on est une personne âgée, on n'a pas de problématique sociale qui n'existe plus. Donc, par exemple, là, on a un projet où on étudie les interventions et la coordination auprès de 6 groupes de personnes âgées marginalisées. Je vais vous donner un exemple. Des personnes âgées qui tombent en situation d'itinérance. Hein? Donc, dès que vous retombez en situation d'itinérance, votre dossier, hein, les approches, les interventions, tout ça se complexifie. Donc, est-ce que c'est un enjeu de logement? Est-ce que c'est un enjeu psychiatrique? Est-ce que c'est... Et puis, si finalement, on doit vous donner plus de soins, quelle est la démarche à faire? Comme vous pouvez imaginer dans bien des cas, si vous avez été une personne ça fait 2 ans que vous êtes sur la rue, puis on vous fait votre évaluation, puis on vous dit que vous devez aller en CHSLD, ce n'est pas une personne qui va bien vivre en CHSLD. Puis il n'y a pas vraiment d'outils faits pour accommoder cette personne-là, outre encourager les organismes en bon lucratif à développer des lits ou des chambres, où ce que finalement, ça devient un soin gériatrique plus que hébergement de courte durée. Donc, tout ça pour vous dire que j'utilise cet exemple-là, mais vous pouvez penser à plein type de population avec des problématiques particulières qui fait en sorte que tout ça, c'est très, très, très difficile à naviguer, même si on avait un système de soins de santé qui serait exceptionnel. Merci beaucoup. Les solutions ici et ailleurs, on a parlé de la Suède, qui est souvent un modèle en matière de système de santé décentralisé et démocratisé. J'imagine qu'il existe d'autres solutions que le Québec pourrait s'inspirer ailleurs dans le monde. Oui, bien, je vais sortir quelques pistes de solutions et d'idées. Bien, dans bien des cas, c'est certain qu'avoir un financement dédié au soutien à domicile fait en sorte que du jour au lendemain, vous améliorez beaucoup la situation. Hein, que ce soit un modèle style allemand ou sud-coréen, ou comme en France avec l'allocation personne à je me souviens toujours des acronymes. Maintenant, je suis rendu ça fait trop longtemps que je suis en santé. Là, c'est l'APA. Je pense que c'est l'allocation pour la personne à l'autonomie. Oui, quelque chose comme ça. Donc, c'est certain que dès qu'on institue ce type de mécanisme avec une assurance, puis si vous voulez, pendant les périodes de questions, je crois que tu avais un très beau tableau, hein, Guillaume, là-dessus. Mais ça, c'est certain que ça améliore les choses. Un autre élément, c'est dans la littérature, c'est plus le financement et la gouvernance est près des personnes âgées, plus haute on a la qualité des services, puis on a une meilleure accessibilité, puis une meilleure générosité. Fait que déjà en partant, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Donc, plus on rapproche les budgets, plus on rapproche les responsabilités des gens, mieux c'est. Aussi, je pense un autre élément qui est très, très, très important, puis ça, c'est en lien avec des méthodes de gestion. Je pense qu'il faut qu'on trouve des façons de redonner plus de discrétion et d'autonomie aux professionnels qui œuvrent dans le soin et soutien à domicile. Dans bien des cas, je pense que les gens, surtout si on parle en travail social, les gens n'ont jamais été aussi bien formés qu'aujourd'hui. Hein? Mais ils ont tellement maintenant de comptes à rendre, tellement de formulaires, tellement de bureaucratie aussi, il fait en sorte qu'on enlève beaucoup de discrétion. Puis ça, c'est l'impact de vouloir avoir une approche uniforme à travers le territoire. Hein? Donc, on dit que maintenant, il faut faire la même façon, la même chose, avec le même outil d'évaluation gériatrique, mais c'est certain que ça a des conséquences. En faisant ça, on enlève de l'autonomie professionnelle à la personne qui va vous visiter chez vous. Est-ce que, je sors un autre lapin de mon chapeau, est-ce que la dernière réforme de la santé, la création de l'Agence Santé Québec risque d'avoir un impact sur cette capacité à avoir des budgets dédiés de manière plus locale? Est-ce qu'on voit peut-être une amélioration des choses avec l'avenue de l'Agence Santé Québec? Bien, je peux y aller parce que, en fait, ça m'apparaît impossible parce que ce qu'on fait, en fait, la réforme du B
peu importe ce que le ministre peut dire, il reproduit la recette de la réforme Couillard et la réforme Barrette. C'est deux choses essentiellement, et c'est assez explicite. Là. En fait, c'est centralisation-privatisation. Centralisation, il va nous dire que non, il va nous dire on va faire, je ne sais pas comment il peut soutenir ça sérieusement, en fait, là, parce qu'on déjà qu'on avait un système très, très centralisé avec les CIS et les SUS comme établissement. Là, de créer une agence en charge de l'ensemble du système, c'est une centralisation. Donc ça, c'est pas compatible avec l'idée de libérer de l'autonomie pour des petits établissements, pour être plus proche de la population. Donc, on est exactement, en tout cas, je dirais, à l'opposé de ce qu'on va voir dans un pays comme la Suède, où on va donner des responsabilités aux municipalités, par exemple. Donc, on est très loin. Et la privatisation, bien là, je veux dire, toutes les preuves sont là, montrer que c'est pas une avenue intéressante, y compris dans ce cas-ci, de notre point de vue, l'économie sociale dans ce cas-ci. Ça ne permet pas d'améliorer les services à la population. Donc, la réforme actuelle étant, de notre point de vue, une continuité des réformes précédentes, on n'a pas d'espoir que ça peut améliorer les choses. Et là, on pourrait parler aussi de toutes les politiques de gestion inspirées de la nouvelle gestion publique, très, très, très hiérarchique, autoritaire, fondée sur des indicateurs de performance, la reddition de comptes très lourde. La méthode Lean, ça a été beaucoup testé dans le soutien à domicile, cette méthode inspirée des industries, des usines de Toyota qu'on a voulu inspirer. Toute cette philosophie de gestion, elle a progressé dans les réformes. Elle a commencé quand même assez tôt, là, mais dans les 3 dernières réformes au Québec, elle a beaucoup progressé. Donc, bref, on n'a aucun espoir, de notre point de vue, sur la réforme actuelle. Patrick Marier. Mais j'étais pour dire, moi, j'étais pour donner une réponse de politicien puis éviter de parler de Santé Québec, mais là, Guillaume le fait, donc c'est bien. Mais je pense que qu'est-ce qui est bon, il y a du bon côté avec quelques mesures qui ont été mises en place récemment, donc justement l'allègement de l'évaluation gériatrique. Je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Donc, si on va essayer de maximiser plus le temps en intervention, puis redonner un peu de pouvoir justement aux intervenantes en travail social. Il faut quand même le souligner, les bons coups. Merci beaucoup. Guillaume? Non. Je vous remercie beaucoup, Patrick Marier, Guillaume Hébert, de nous avoir visités en Outaouais ce soir. Je remercie beaucoup l'AQDR de l'Outaouais pour sa collaboration et toutes les personnes présentes au relais plein air du Parc de la Gatineau. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci.